Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Cette fois-ci, c'est le Burkina Faso qui vous tend les bras. Nous sommes à Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. L'un de nos reportages portera d'ailleurs sur une réalisatrice phare du pays. Mais avant le grand écran, les ondes avec un animateur radio très charismatique. Teddy Patou est camerounais. Il est arrivé au Maroc en 2011. Après des débuts très difficiles, il a fini par trouver sa voie et poser sa voix au sein de Radio 2M. Je vous laisse découvrir le parcours d'un homme courageux qui n'a jamais baissé les bras. Comme chaque matin depuis un peu plus d'un an, Teddy Patou est attendu pour présenter ses flash infos. Ayant intégré Radio 2M en 2017, celui que rien ne prédestinait à atterrir dans les médias et à vite trouver sa place, une seconde famille. Ça va ? L'atmosphère est studieuse, chacun est rivé devant son ordinateur et Teddy ne tarde pas à commencer la pêche aux informations. Rassembler des sujets pertinents, les hiérarchiser, puis les réécrire à sa manière, il connaît le rituel sur le bout des doigts. Je prépare mes éditions pour 12h30 et voilà, le temps juste de rassembler les news, de les écrire de façon plus simple et plus audible pour les auditeurs, de les imprimer et d'aller à l'antenne en fait. Et évidemment, c'est-à-dire qu'à 2M, on a cette chance d'avoir une sorte de rotation de planning qui fait qu'il y a des jours où je suis du matin, c'est-à-dire j'arrive ici à partir de 4h et je prépare le journal pour 7h30, 8h30 et après je fais un papier ou alors en sonore pour le journal de l'Afrique. Je suis libre en tout cas après. Lorsqu'il est arrivé, Teddy Patou avait déjà officié en tant qu'animateur radio à la Fondation Orient-Occident. Mais c'est dans cette rédaction qu'il a été formé au métier de journaliste, entouré de mentors et d'amis. وهو حنا اكثر من دي زامي حنا سكننا مع بعضياتنا دابا كاع تعرفنا هنايا في لا ريداكسيون ديال راديو دوزام ابخي هو كان تيقلب على اللوجمون هنا وانا كنقلب على اللوجمون فجات الفكره علاش ما نسكنوش اونصومبل انا وياه ولا نقدر نقول بان تيدي باتو هو لو ميور امي اللي سكنت معاه منذ ملي بديت الكارير ديالي فتيدي كيعلمك بزاف ديال الحوايج شي حاجه سميتها الانضباط كتعلم شنو هو الانضباط كيبغي هادشي اللي كيدير المهنه ديالو كيبغيها لواحد الدرجه لا تتصور لدرجه انه كيدخل للدار كنسمعو كيعاود يسمع لي زيديسيون ديالو كيعاود يسمع لي زيديسيون ديال الاذاعه اخرى يعني السيد كيخدم كيقلب كيجتهد بزاف يعني كيعلمك بزاف ديال الحوايج. Après avoir rédigé ses articles, Teddy Patou les imprime et s'enquiert des informations de dernière minute auprès de sa rédactrice en chef. C'est le moment d'aller informer les auditeurs. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le flash. Teddy s'installe pour relire son travail. Présenter les news radio tous les jours ne met pas à l'abri d'un peu de pression. Normal, c'est du direct. Je pense que dans ce métier, et qu'on ait 40 ans de carrière, il y a toujours un peu de stress quand on arrive à l'antenne, mais l'expérience fait qu'on arrive à gérer quand même. Et moi, jusqu'aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas encore arrivé à trouver la très bonne formule. Je suis toujours un tout petit peu stressé quand je passe à l'antenne, mais une fois que j'ai commencé le flash, je suis contraint en tout cas, pour le bonheur des auditeurs, d'être plus zen en fait. Notre homme débute son édition par un drame sur l'immigration clandestine, un sujet qu'il ne connaît que trop bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une de cette édition, le drame de l'immigration clandestine. Le monde entier est sous le choc après la découverte hier du corps sans vie d'un bébé noyé au large de la Libye. En tant que journaliste et surtout quelqu'un qui est passé par là, c'est vrai que même si je dois garder le cadre professionnel, je ne peux pas manquer de faire exprimer mon naturel parce qu'effectivement, quand je donne une information concernant l'immigration clandestine, je me sens tout de suite concerné. Je suis en réalité dans le réel parce que chaque fois que j'ai cette information, je comprends exactement comment ça se passe. Je comprends dans quelles conditions ils sont sur l'eau. Je comprends dans quelles conditions ils arrivent à mourir. Je comprends exactement comment ça se passe et donc ça fait que cette émotion m'envahit, même si je dois tout faire pour dissiper cette émotion à l'antenne en fait. Le périple de Teddy Patou aura duré 3 ans. Lorsqu'il a pris la route comme d'autres migrants avant lui, c'était en quête de lendemains meilleurs. Les épreuves furent nombreuses.
Quand je partais du Cameroun, je n'avais pas de réelle destination en réalité. C'était un jeune qui vivait dans des conditions terribles, assez précaires, qui avait surtout une mère qui périssait à ses yeux parce qu'elle souffrait de cancer. Chaque jour, je m'en voulais du fait que je ne pouvais pas ramener cette maman qui m'avait donné la vie et qui, chaque jour qui passait, avait fait les mains et les pieds pour que je sois heureux. Je n'arrivais pas à partager sa douleur. Je n'arrivais pas non plus à avoir un peu de moyens pour l'amener à l'hôpital parce que ça coûtait extrêmement cher. Et je dois dire que partir, c'était un tout petit peu fuir toutes ces responsabilités-là, parce que je lui ai dit d'ailleurs avant de partir que je pense que j'étais en train de mourir avant qu'elle, parce que quand je rentrais chez moi le soir et que je me couchais dans mon lit, à repasser tout ça, à revoir sa souffrance sur ce lit, à voir mon père qui sortait et qui était obligé de faire des choses inimaginables, parce qu'il fallait tout simplement qu'on puisse manger un soir. Je me disais que en fait, le rôle de fils, je n'étais pas en train de réussir mon rôle de fils et je pense que j'ai été un tout petit peu lâche, même si aujourd'hui ma grande sœur ne voudrait pas que j'utilise le mot, de partir très loin, de ne plus revivre ça. Donc j'ai pris la décision de prendre la route clandestine. Et ce n'était pas une route que je maîtrisais en réalité. Je n'avais jamais de ma vie entendu parler. Je savais que les gens partaient en Europe, mais je n'avais jamais entendu parler de façon détaillée de la route clandestine. Je suis allé sur une carte et je me suis rendu compte que quand on part du Cameroun, on arrive au Nigeria, après le Nigeria, le Niger, après le Niger, c'est l'Algérie. Et donc un soir, j'ai bouclé un petit sac avec 2 pantalons et 2 t-shirts. Je suis allé à la gare routière, j'ai demandé, déjà étant à la gare routière, comment on fait pour arriver à la frontière avec le Nigeria. J'ai été renseigné là-bas et donc je me suis lancé dans ce voyage. Et je dois dire que le chemin, d'ailleurs tous les clandestins ont cette formule, c'est que le chemin se fait en marchant. Mariama, voilà. À lundi, au revoir. Merci. Fin des flashs pour aujourd'hui. Teddy quitte Ain Seba direction Rabat où siège la Fondation Orient-Occident. Axé sur l'assistance aux migrants et réfugiés, le centre fournit des aides, des informations, mais propose également des programmes de divertissement aux personnes dont il s'occupe. Teddy a vécu de belles expériences entre ses murs et a surtout gardé des liens étroits avec l'équipe. Cet après-midi est assez particulier puisque le centre prépare la 3e édition de Refugees Got Talent, un événement très attendu par les jeunes migrants puisqu'il leur permet de montrer leurs dons artistiques. En phase de présélection, le jury a commencé les auditions. Musique, acting, one-man show, à chacun son talent. J'ai été jury de Refugees Got Talent, je pense que c'était à la 2e édition si j'ai bonne mémoire. C'était une très grosse chance, déjà premièrement parce que c'était ces talents-là qui sont un tout petit peu perdus dans ce sombre paysage de la clandestinité et qui n'est pas très visible. Le HCR avait eu la brillante idée de pouvoir faire de la lumière sur ces personnes. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur cette édition, j'étais hyper surpris par les talents. Je les ai contactés tous d'ailleurs. Je suis encore en contact aujourd'hui avec tous ceux qui sont passés lors de cette édition. Pour beaucoup d'entre eux, ils continuent leur carrière et pour beaucoup d'entre eux, la chance que le HCR leur a donnée, ça a été un début, une sorte de stimulation de l'espoir. 2 candidats ont tenu à présenter des sketchs humoristiques, tandis que le 3e a préféré faire un numéro de magie basé sur des suites mathématiques. Membre du jury l'année dernière, Teddy suit le casting avec intérêt. Tous ces jeunes essaient de trouver leur voie et se faire connaître du grand public. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc cherchait justement des idées un petit peu innovantes et créatives pour célébrer le 20 juin, qui est la Journée mondiale du réfugié. Et c'est donc en partenariat avec notre partenaire culturel Fondation Orient-Occident, où on se situe aujourd'hui, qu'on a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure. Ça a porté ses fruits, ça a permis à plusieurs réfugiés de différentes nationalités ayant différents talents de se faire connaître. Pour eux, c'est une expérience et une aventure humaine avant tout. Et je dirais aussi que ça a été l'opportunité pour eux de donner un peu plus de visibilité à leurs talents. Après le casting, passage par Radio F, le web média de la Fondation où Teddy Patou a animé les matinales avant d'être découvert par un journaliste phare de 2M. Salut, c'est Teddy Patou, la Diabacolie sur 10-12, c'est la Radio F, nous sommes à la Fondation Orient-Occident, pardon. J'espère... Dans son élément, notre homme s'empare machinalement de l'antenne. Il n'a rien oublié de ce qu'il faisait avant. Les mots sortent avec aisance.
Avec Jawad, l'un de ses anciens complices, il rejoue ses partitions. Communiquer avec les gens, il a toujours aimé ça. À l'époque, le but de cette matinale était de créer un pont entre les migrants et leur pays d'origine. Quand je parle de la culture africaine, je parle de la culture en général. Parce que normalement, les auditeurs ou par exemple les Africains en général, ils ont plus une connaissance de la culture occidentale que la culture africaine. Et effectivement, c'était un des objectifs. Quand Teddy il était au Centre culturel africain, c'était effectivement la présentation de répertoire culturel africain. Ce n'est pas dans une école que Teddy Patou a découvert ses aptitudes d'animateur, mais sur un terrain vague à la frontière maroco-algérienne. Alors immigré clandestin, il avait décidé avec un ami camerounais de mettre sur pied une émission fictive, histoire de redonner le sourire à ses compagnons d'infortune. Pas de studio, pas de matériel, pas de micro, juste des voix et de la suite dans les idées. C'est un espace où l'ambiance est vraiment morose. Des personnes sont crispées, les gens réfléchissent chaque jour à leur vie. Nous vivons avec pratiquement des poux sur nous, on manque de l'eau pour se laver, pour se doucher. Donc je dois dire que l'ambiance est assez tendue. Et donc un jour, quand nous rentrions du chantier, puisque nous étions aide-maçon, Ernest et moi, paix à son âme, on discute ensemble et on se dit mais comment est-ce qu'on peut créer du sourire? Parce qu'au-delà de tout, nous sommes peut-être dans des situations compliquées, mais nous sommes encore des hommes, nous avons encore un peu de joie à donner. Et on s'est dit, quand on arrive dans cet espace-là, essayons de créer une émission, puisqu'on maîtrise 2 ou 3 mots de français. Toi, Ernest, tu as 2 ou 3 mots, moi j'en ai. Et peut-être qu'ensemble, on pourra créer une petite émission. Et à la fin de cette émission improvisée, il y a tout le monde qui a commencé à applaudir et on nous a dit « Est-ce que vous voulez qu'on cotise 20 dinars pour que vous repreniez l'émission chaque jour ?» L'adversité a fait naître une vocation chez lui et à compter de ce jour, Teddy s'est mis à rêver différemment. Sur les conseils de personnes rencontrées en Algérie, Teddy Patou décide de passer de l'autre côté de la frontière. En février 2011, il arrive à Oujda où il séjourne quelques mois avant de continuer sa progression jusqu'à Rabat. Sans domicile fixe, il atterrit sur cette plage à la fin de l'été. Voilà, un beau matin, j'ai débarqué sur cette magnifique plage qui a été la première demeure sur le territoire marocain. Je me rappelle que je suis rentré par là et j'avais vu un subsaharien qui était juste assis de l'autre côté avec un petit carton aménagé. Je me suis dirigé vers lui pour lui demander comment je pouvais trouver une place sur cette plage parce que je manquais où dormir. Et il m'a demandé de repartir à l'entrée voir M. Moustapha. Et donc je suis allé voir M. Moustapha pour lui demander si il était possible pour moi de trouver à côté de lui un jeune centrafricain, une place pour dormir. Il m'avait donné l'autorisation et il m'a dit que je ne vous veux que 2 et à part vous, je ne veux plus voir personne. Il nous avait également donné la directive de rentrer tard dans la nuit pendant qu'il n'y avait plus personne à la plage pour pas qu'on sache que nous dormions là. Donc j'ai aménagé tout juste à côté de lui sur des planchers de vaches à l'air libre et pendant 12 jours de ma vie, nous sommes restés là. C'est un lieu avec plein de vie et plein d'histoires. D'ailleurs, je suis très content d'y revenir aujourd'hui avec un autre statut. D'ailleurs, c'est quand je reviens que je me rends compte que le parcours a été très long. Et sur cette plage également, je me souviens que quand on venait, on se déshabillait parce que c'était aussi ça l'avantage que nous avions. Beaucoup de personnes payent pour avoir cette vue. Nous, on vivait là. On venait, on se déshabillait puisqu'on n'avait qu'un seul vêtement, on les lavait, on les séchait sur les galets de l'autre côté. Le temps pour nous de discuter dans l'eau jusqu'à pratiquement 4 h du matin, 5 h du matin. Le matin, on reprenait nos vêtements mouillés et nous partions jusqu'à Temara pour aller chercher du travail dans des chantiers. Dans l'incertitude la plus complète, Teddy Patou ne baisse pourtant pas les bras. Il cumule les petits boulots et se rapproche d'organismes culturels et sociaux où il peut s'essayer à la radio. C'est la 2e fois que je reviens sur cette plage. Je suis revenu en 2013, après le discours du souverain. Et quand je suis revenu, je suis reparti au même endroit où je jetais le regard à l'infini. Je me suis assis sur le même galet et j'ai rêvé d'un Teddy Patou sur le territoire marocain qui avait réussi à trouver sa place à la radio. Et là, je reviens aujourd'hui en tant que Teddy Patou qui a trouvé sa place à la radio. C'est comme pour dire que finalement, c'est une plage qui m'a porté bonheur et je suis très très heureux de revenir aujourd'hui. Autre lieu auquel Teddy Patou est particulièrement attaché à Rabat, le Centre culturel africain. Offrant plusieurs activités artistiques à ses membres, cet endroit est un rappel pour notre journaliste de ce qu'il a laissé derrière lui. Venu rendre visite à son ami de longue date, Teddy est entraîné là où sont donnés les cours de musique. Une classe de percussion est sur le point de démarrer.
Nous ne sommes pas au Centre culturel africain pour rien. Les adeptes s'échauffent quelques minutes avant d'enchaîner en cadence et de plus en plus fort. Le rythme unira toujours les gens d'où qu'ils viennent. Teddy décide de s'y mettre lui aussi. Il n'a pas joué depuis longtemps, mais les réflexes sont encore là. Oui, quand on est le petit frère, je vous disais tout à l'heure, et le meilleur ami d'un artiste, quand je dis un artiste complet, on n'est qu'obligé de s'intéresser à ce genre de choses. La chance que j'ai eue, c'était de rencontrer Jean-Éric Dali, qui est Djabongo de Zion Rock, pour son groupe de musique. Il était en même temps bassiste, il était chanteur, il est en même temps bassiste, il est chanteur, il est percussionniste, il est presque tout à la fois. Donc cette âme artistique, il l'a réveillée en moi, et à chaque fois qu'il partait aux répétitions, j'étais obligé d'être avec lui. Donc par là, je me suis intéressé à la musique, évidemment. Ce centre a de plus été le terrain d'une belle amitié entre Teddy et Djabongo, son directeur artistique. Avant tout un homme. Un homme. Par homme, je veux dire quelqu'un qui a des aptitudes assez humaines. Quelqu'un de très, très humain. Quelqu'un qui sait te dire les choses quand il faut et qui sait comment les dire. C'est quelqu'un de très rigoureux envers lui-même. C'est quelqu'un qui va au bout de ses tâches. C'est quelqu'un de spirituel parce que, à le voir, c'est un enseignement. Et vu son parcours, le parcours qu'il a fait ici, c'est vraiment un enseignement. La preuve, il y a une jeunesse assez dynamique, naissante, qui s'en inspire. Donc il est assez spirituel. Il est quelqu'un de très vrai. Les deux acolytes ont beau vivre dans des villes différentes, ils ne ratent pas une occasion de se voir pour refaire le monde, comme au bon vieux temps. Salé, rue Charaf. Teddy Patou se rappellera toujours de ce quartier, le premier où il habitait lorsque sa situation s'est régularisée. Des immeubles collés les uns aux autres, un bailleur qui a fait office de père et un voisin très solidaire. L'homme n'est plus là aujourd'hui, mais le journaliste a gardé à l'esprit tous ses conseils et la bonne humeur de sa petite fille. À l'époque, je faisais également un petit métier de laveur, j'étais dans une laverie en tout cas. Et il y avait sa petite fille qui s'appelait Jamilia, qui à chaque 7h30 venait sonner à ma porte. Et j'avais développé des relations très très familiales avec ce voisin. Je mangeais du couscous avec lui le vendredi et on sortait d'habitude pour aller marcher, pour qu'il me raconte un tout petit peu comment ça se passe sur le territoire marocain. Il m'a beaucoup appris, surtout sur la culture d'Oujda, parce que lui aussi il venait d'Oujda, il s'est installé ici et il m'a dit en tant que migrant, je comprends le fait de se déplacer d'un endroit vers un autre, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de connaître, rencontrer en fait un nouvel environnement, avoir envie de s'y intégrer, de se fondre dans cet environnement-là. Il m'a dit qu'il l'a connu en tant que Marocain, venant d'Oujda, et quand il arrivait à Salé, il fallait à tout prix qu'il arrive à s'intégrer, et donc il m'a donné quelques petits codes qui apparemment marchent très bien. Il avait commencé par me dire, écoute, tu apprends 3 ou 4 petits mots d'Arija et je crois que ça sera assez important pour toi. Beaucoup de migrants vivent dans le coin, Teddy en connaît quelques-uns. Il est heureux de revoir ses visages familiers et de prendre de leurs nouvelles. Cela va des copains aux boutiquiers de la place. Tout aussi curieux de savoir ce que Teddy est devenu. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est tout d'abord d'avoir la volonté d'y arriver. Je crois que c'est le plus important, c'est la première base. Moi, je crois que tout ce qui a été le socle de tout ce parcours, ça a été la volonté, quelle que soit l'adversité. Je savais qu'au bout, l'adversité, c'était assez temporel, parce que nous vivons dans un merveilleux pays. Le Maroc, aujourd'hui, a décidé de régler la question de la régularisation. Je crois que la moitié des subsahariens qui se retrouvent sur le territoire marocain ont une carte de séjour. C'est une très bonne opportunité. Dans son volet intégration également de la nouvelle politique migratoire marocaine, il y a des formations qui sont proposées. Il faut saisir toutes les opportunités. Il faut surtout, quand on est en train de se chercher, être prompt à faire tout ce que vous avez devant vous comme métier, surtout légal. C'est très très important. Et après ça, chacun d'entre nous part de chez lui avec un rêve. On a un objectif à atteindre et pour atteindre cet objectif, on passe parfois par des chemins qui n'ont rien à voir avec ce qu'on s'est conçu au départ. Mais on va dire que la finalité, en tout cas, tous ces chemins l'amènent à Rome en fait. À l'image du parcours, le message est inspirant, car derrière ce rêve devenu réalité, il y a eu l'effort et l'obstination d'un homme parti de peu. Un homme qui a voulu rebondir et vivre la vie qu'il s'est un jour imaginée. Retour à Ouagadougou où j'aimerais vous présenter Lamis Prendil. Cette Maroco-Libanaise au grand cœur a choisi de travailler dans l'humanitaire afin de lutter contre la malnutrition et de faciliter l'accès aux produits nutritifs dans certaines localités. Lourde mission pour cette femme de terrain qui préfère aller à la rencontre des gens plutôt que de rester dans un bureau. Regardez.
Lutter contre la malnutrition et aider les populations à accéder à de meilleurs produits, voilà le défi que s'est lancé la Miss Rendil. Presque toujours sur la route, l'ingénieur de formation a trouvé un moyen de combiner ses connaissances et son amour des gens. Aujourd'hui, elle doit se rendre à Yagma, une localité isolée située en périphérie de Ouagadougou. On va à Yagma, c'est à quelques kilomètres de Ouagadougou. C'est en zone non lotie, c'est assez reculé, donc zone non lotie, il n'y a pas d'électricité, route en mauvais état, et on va dans une école-collège en fait, où on essaye de mettre en place un partenariat autour de l'éducation nutritionnelle. L'objectif, c'est de permettre aux enfants d'être acteurs de leur changement alimentaire, nutritionnel, donc on leur apprend via des jeux comment bien manger. On s'adresse à des enfants entre 5 et 12 ans. L'idée, c'est qu'ils aient un impact sur leur communauté et leur famille. Avec le soutien d'une ONG, l'école a procédé à quelques aménagements pour améliorer les conditions alimentaires de ses élèves. C'est là que la Miss Rendil intervient. Sa tâche consiste à donner des cours d'éducation nutritionnelle aux enfants pour prévenir carences et troubles alimentaires. Accueillie par l'un des responsables, elle commence sa visite par la cuisine de l'école. Servir des repas nourrissants aux élèves à prix très accessible est l'un des aspects du programme auquel participe la Miss. L'établissement dispose également d'un potager entretenu par les enfants à tour de rôle. Le but de cette activité est de leur apprendre à mieux se nourrir tout en les initiant au respect de l'environnement. Il faut que les enfants sachent d'où vient la nourriture pour aussi respecter la nature et comprendre, on va dire, tout ce processus d'alimentation. Ça, c'est vraiment dans une optique pédagogique. Et après, par exemple, typiquement, là, vous avez un papayer. Donc l'enfant, quand il mange de la papaye, il va juste voir les morceaux dans son assiette. Là, il va voir que ça pousse de l'arbre, que ça prend combien de mois ça prend, qu'ensuite on lui apprend que dans la papaye, il y a la vitamine A, on peut utiliser les feuilles pour soigner certaines maladies, etc. Et donc en fait, il voit tout ce processus de développement et c'est pas juste je viens, je m'assois, je mange. Lorsque s'achève la tournée du potager, la Miss se dirige vers l'une des classes où elle doit donner un module de nutrition. Le cours est dispensé devant une cinquantaine d'enfants. La jeune femme commence par leur expliquer le but de sa visite avant d'attaquer les choses sérieuses. Alors moi je parle un peu moré, donc la fibala, c'est ça? Vous savez c'est quoi bien manger ou pas? Alors qu'est-ce que c'est? Je veux qu'une personne m'explique ça veut dire quoi bien manger. Après les notions sur l'équilibre alimentaire, place à l'éducation sanitaire. Le public de la Miss l'écoute avec intérêt et lorsqu'elle conclut son module par quelques phrases en moré, le dialecte local, l'assistance est conquise. Qui a dit oui? Vas-y, dis-moi pourquoi. C'est celle-là? Ah, c'est pas bien de délater, hein? Hey, je veux cuisiner le benga et tu vas arrêter de rire. Donc voilà. Et il n'y a pas que ça, on a aussi besoin d'eau gras. Donc il faut manger un peu d'eau gras. Il ne faut pas trop en manger là, sinon on va... C'est l'heure de déjeuner. Les écoliers forment un rond pour recevoir la ration du midi. Un plat à base de riz, de légumes et de niébé, une variété de haricots riches en protéines. Une grosse partie des coûts est subventionnée par l'ONG avec laquelle la Miss collabore. Ces missions de terrain sont très appréciées de la jeune femme qui peut constater les résultats très rapidement. Retour au centre de Ouagadougou où se trouve l'une des usines partenaires d'Icône, la coopérative dirigée par la Miss. Ici, on fabrique des farines enrichies qui permettent de lutter contre les déficiences alimentaires chez les bébés. Nous nous trouvons dans l'unité de production des farines. Sur place depuis 4 heures du matin, les ouvriers assurent la continuité du circuit. Broyage des matières premières, incorporation des suppléments vitaminés, réduction du mélange en flocons, puis en farine, et enfin la mise en sachet. Je dirige une coopérative Icône d'entrepreneurs sociaux sur 9 pays d'Afrique. Mon objectif est promouvoir la bonne nutrition et Madame Zoundi avec la Sodepal fait partie de cette coopérative, c'est un des membres fondateurs. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir les produits qu'elle fait parce que c'est des farines infantiles, des biscuits enrichis pour la bonne nutrition en Afrique et ça rentre directement en lien avec tout ce volet d'éducation nutritionnelle. L'objectif, l'Afrique, c'est zone rurale, zone urbaine. Il y a de la malnutrition partout, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Mais malheureusement, en zone rurale, c'est très compliqué d'avoir des produits de qualité disponibles. Accessibles, ces mélanges sont conçus pour combler les besoins alimentaires des enfants tout en mettant en avant l'agriculture locale.
Dynamique et ayant le sens du relationnel, la Miss Prendil ne passe que très peu de temps à son bureau. Celui-ci lui sert surtout à faire le point avec ses collègues avant de reprendre la route. Arrivée au Burkina il y a 4-5 ans, elle est passée d'une fonction très carrée à un poste de responsabilité dans l'humanitaire. La vie a voulu qu'on me propose l'opportunité de diriger ICON. Et en fait, c'est vraiment mon élément parce qu'effectivement, il faut avoir cet œil technique de nutrition, conservation des aliments, etc. Mais c'est surtout de l'adaptation aux cultures, comprendre les autres, écouter les autres, aller sur le terrain. Moi, je ne suis pas faite pour un bureau, hein. Donc du coup, là, je m'y retrouve vraiment. En plus, on est sur 9 pays. J'aimerais bien faire des ponts avec le Maroc aussi. Ce petit bout de femme s'est senti dans son élément dès lors où son travail a servi à faciliter l'accès aux produits nutritifs dans les zones enclavées. Tout cela n'aurait pas été possible sans la confiance que lui a témoigné le président de la coopérative. Alors, on a eu la chance effectivement de tomber sur elle. D'abord, elle avait travaillé sur ce qui est du commerce, disons de l'entrepreneuriat social. Elle avait déjà travaillé là-dessus. Elle avait aussi eu l'occasion de participer à une des activités, les premières activités avant même la création de la coopérative. Elle avait participé au nom d'une autre entreprise où elle travaillait. Et troisièmement, les chantiers que nous avions, qui sont la mise en place d'une marque collective, la mise en place aussi d'une plateforme de commercialisation, ce sont des chantiers sur lesquels elle avait déjà eu de l'expérience. Je pense que tous les membres ont apprécié la qualité de son travail. Et surtout ce qu'elle a fait en si peu de temps. C'est vraiment de ça qu'on avait besoin pour que la coopérative avance. Lorsqu'elle n'est pas en déplacement, la Miss Prendil n'hésite pas à prêter main forte sur des opérations caritatives. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Seynabou, une amie restauratrice pour une mission bien précise, confectionner des douceurs à destination d'un orphelinat. Heureuse de se voir, ces dames ne perdent pas une minute. Au programme, croissants, gâteaux et petits pains. Aidée de l'un des pâtissiers, la Miss et Seynabou débutent par les viennoiseries. Vient ensuite le nappage des gâteaux. Moins rodée à la pâtisserie que son amie, la Miss essaie d'étaler sa couche de crème sans déraper. Tu verras, tu me diras. À tout moment. Une fois les gâteaux terminés, il faut s'occuper des petits pains. Sortie du pétrin, la pâte est divisée en plusieurs boules sur lesquelles il faudra faire des incisions. Le geste hésitant au début, la Miss finit par se jeter à l'eau. Il en reste encore une centaine à préparer. D'un commun accord, elles ont décidé de reproduire cette opération chaque semaine. Ce sont les enfants qui vont être contents. La fournée mise à cuire, la Miss et Seynabou montent à l'étage pour un brin de causette. Elles peuvent enfin se reposer, fières de leur initiative. Seynabou le fait souvent. Elle donne souvent de la nourriture aux personnes nécessiteuses. Moi, c'est la première fois que je fais ça avec Seynabou, mais dans le cadre de mon travail, on est en train de mettre en place des projets d'éducation nutritionnelle parce que d'une part, effectivement, il faut manger, mais il faut aussi savoir manger. Donc je pense qu'ensuite, à voir comment on peut faire, mais on peut essayer de faire un projet ensemble sur ce côté manger et bien manger et permettre aux jeunes enfants et aux moins jeunes d'acquérir aussi, que ce soit de la nourriture, que la connaissance sur comment bien se nourrir. Et je pense que c'est important que ma génération, femme, en Afrique, qui a eu la chance de faire des études, puisse aussi apporter de la manière qu'on peut le faire, une aide au développement. C'est quelqu'un qui est très carré dans sa tête, qui est très ordonné, qui est très appliqué et qui aime son prochain. Je dirais, ce qui m'a marqué chez toi, c'est vraiment le désir du bien d'autrui gratuit. Elle m'a dit parfois, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais il faut que tu le fasses pour toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça.
Tombée amoureuse de Ouagadougou dès son arrivée, la Miss Qendil a fini par en connaître tous les coins et recoins. Parmi ses lieux de prédilection, Bazoulé, un endroit connu pour sa mare aux crocodiles. Les gens viennent de loin pour les voir. Considérés comme sacrés, ces animaux sont nourris de poulets vivants et se voient enterrés en grande pompe à leur mort. Selon une légende ancienne, ces crocodiles sont sacrés parce qu'à l'époque, dans ce village, il n'y avait pas d'eau. Ils devaient faire des dizaines de kilomètres pour chercher de l'eau. Et puis un jour, les crocodiles sont venus dans le village et les anciens se sont dit, s'il y a des crocodiles, il y a forcément de l'eau pas très loin. Donc ils ont suivi les crocodiles. Déjà, ils étaient étonnés parce que les crocodiles, ils mangeaient personne dans le village. Ils ont suivi les crocodiles et ils sont tombés sur cette grande mare. L'eau n'en finissait plus. Et depuis, en fait, ces crocodiles sont considérés comme sacrés parce qu'ils ont apporté la paix sociale dans le village. On célèbre des fêtes en leur honneur et quand ils meurent, on les enterre. Donc ils font partie de la vie du village. Le guide s'approche du plus vieux résident de la mare. Âgé de 80 ans, celui que l'on surnomme Monsieur est le plus passif du groupe. Courageuse, la Miss avance et tente la fameuse photo accroupie sur le dos de l'animal. Monsieur est d'humeur à prendre la pose et espère être récompensé d'un poulet pour sa patience. Pas de chance, c'est une femelle qui remporte la mise à quelques mètres de là. Honneur aux dames, on va dire. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle un peu mon enfance quand ma mère elle m'emmenait à Jamalafna voir les serpents et qu'elle me challengeait avec le cobra autour du cou. Et je trouve que c'est un peu représentatif du Burkina, c'est sacré. Et au niveau touristique, je pense qu'on ne peut pas aller au Burkina sans venir là. Comme elle l'a si bien expliqué, ici, humains et crocodiles vivent en paix et partagent l'espace. Une bizarrerie de la nature où les habitants de Bazoulé veulent voir le symbole d'une origine unique. La semaine à Ouagadougou s'achève sur une note mythologique. À l'occasion de la Journée internationale du conte, une compagnie d'art a décidé de revisiter les légendes du pays. Nostalgique, le public a répondu à l'appel. Chez moi, un pays Moussi, le conte est utilisé pour éduquer, pour communiquer, pour rendre justice, pour dénoncer. Et c'est à travers le conte qu'on conseille l'enfant, c'est à travers le conte qu'on critique l'adulte sans pour autant l'indexer. Lui seul sait que c'est de lui qu'on parle, mais les autres ne savent pas. Et ça permet d'atténuer, de ne pas mettre la honte à la personne qui est indexée et en même temps de donner solution ou de prévenir ceux qui ont l'intention de faire comme lui. Et c'est carrément une école ancestrale qui est pratiquée depuis la nuit des temps en pays Moussi et en Afrique et partout ailleurs. Donc c'est la chèvre et les chèvres qui répondent en le cœur. Maintenant, le bouc, il regarde l'hyène qui me dit « Vous les enfants là, taisez-vous ! Depuis ce matin, vous avez réclamé à manger. Je vous ai donné 2 lions. » Sur scène, les conteurs rivalisent d'humour et d'éloquence pour décrire l'humain dans sa sagesse comme dans sa folie. De la partie, la Miss ne manque pas de faire le parallélisme avec les contes de son enfant. J'ai pas tout compris, il faut être honnête, mais c'était assez sympa. J'ai surtout aimé le monsieur, le grand monsieur et tout. Et en fait, ça me rappelait, j'étais au Mali il y a 10 ans. Et on était au village, en fait, donc il n'y avait pas d'électricité, pas de télé, rien du tout. Ouais, hello. Et en fait, chaque soir, on se mettait sous l'arbre à palabres et les vieux nous racontaient des contes. Notre culture africaine est pour moi basée sur cette tradition orale. C'est un socle et c'est ça aussi qui nous donne cette force, je pense, d'arriver à communiquer entre différentes cultures, différentes ethnies. C'est pas que les contes, comme on a pu voir ce soir, c'est au-delà de ça. Moi, j'ai certains souvenirs
à Meknes, du coup, dans la cuisine familiale, avec ma maman, mes tantes, qui m'apprenaient en fait à cuisiner. Et derrière chaque ingrédient, chaque recette, il y avait toujours une histoire et toujours des éclats de rire. Et je pense que sans cette tradition orale, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Culture croisée, partage, don de soi. S'il fallait définir le quotidien de Lamis Qendil en quelques mots, ce serait certainement cela. Construire des ponts a toujours été un credo pour cette globe-trotteuse qui a fini par orienter ses choix de vie en faveur de sa cause. Apolline Traoré est réalisatrice. Appartenant à la nouvelle génération de cinéastes, elle a reçu de nombreuses distinctions pour ses œuvres. Cette fille de diplomate a longtemps sillonné le monde avant de reposer ses valises à Ouagadougou et contribuer au rayonnement du cinéma burkinabé. Rien que cette année, elle a reçu 3 prix pour son dernier long métrage. Sur le point de lancer un nouveau projet, elle nous a accueillis pour partager un peu de son quotidien. Regardez. Lundi 10h30, quartier de Kalgoné. Nous sommes au film Selman, la maison de production fondée par Apolline Traoré. Dans la cour, des femmes attendent pour un casting. Toutes veulent décrocher un rôle dans le prochain projet de la réalisatrice. Texte en main, actrices ou aspirantes actrices répètent en attendant la cinéaste. Certaines sont venues à 2, d'autres toutes seules. Il ne s'agit pas d'un film mais de mini-capsules de sensibilisation destinées au monde rural. Apolline arrive enfin. Sans perdre de temps, elle se dirige vers son bureau. Le casting peut commencer. Il va falloir évaluer une dizaine de candidates. Le premier duo entre pour interpréter une scène du scénario. Apolline donne quelques informations sur les rôles, puis les laisse faire. Après quelques minutes d'essai, elle les interrompt. Le jeu manque d'énergie. Les 2 actrices sont censées reproduire une conversation entre 2 villageoises. Il faut plus d'entrain et de gestuelle. Notre cinéma, entre guillemets, indépendant, peut prendre des années à être constitué. Donc, en entendant, voilà, en nous prenant des projets comme ça, dont nous croyons, nous y croyons aussi, parce que la malnutrition est quelque chose d'assez crucial dans notre pays. Donc, si je peux apporter aussi mon aide à faire des petites modules comme ça pour certaines institutions qui m'approchent, voilà, donc je le fais. Donc, ce que vous voyez ici, vraiment, c'est un projet de commande. Pour une sensibilisation dans le pays. Nouvel essai avec une autre comédienne. Cette dernière a le ton de voix et le langage corporel qu'il faut. C'est beaucoup mieux. Les répliques ont un peu plus de nerfs. Bon, c'est vrai que depuis le casting que nous sommes en train de faire, nous avons plusieurs personnages. Depuis jeudi ou mercredi, je crois, nous avons reçu en tout cas plusieurs filles et plusieurs hommes. Donc mon casting est quand même complet à 75%. Et aujourd'hui, en fait, je cherche le 2e personnage. Je n'ai pas encore trouvé ce personnage, tout simplement parce que ce personnage est un personnage un peu frivole, un peu naïf et qui saute de tous les côtés. Ce que vous avez vu comme casting tout à l'heure, les personnages qu'elles m'ont donnés sont un peu plus calmes, mais je cherche quelqu'un encore beaucoup plus fofolle, qui comprend rien. Donc voilà, j'ai encore du boulot à faire. En plus du casting qui n'en est encore qu'à son début, la cinéaste doit prêter sa voix pour un spot à destination des femmes entrepreneurs de la ville. C'est à son tour de jouer, sauf que là, il ne s'agit pas d'une simulation. Apolline doit inviter en direct les businesswomen de Ouagadougou à une conférence débat. J'invite toutes les femmes le 30 mars à la salle des fêtes de Ouaga 2000 à l'occasion du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Après avoir vu tout le monde, elle peut enfin se remettre à écrire. Il y a encore quelques jours, Apolline se trouvait au FESPACO où son dernier long métrage, d'Errance, recevait 3 prix du jury. Une consécration de plus pour celle qui a toujours rêvé de devenir réalisatrice, malgré le scepticisme de ses parents. Je n'ai pas vraiment été amenée dans le cinéma, c'est une passion depuis très longtemps. Dès très jeune, c'est ce que je voulais faire. Donc évidemment, quand j'ai eu mon bac, il était question que je parte continuer mes études aux États-Unis. Et donc évidemment, c'est ce que j'ai dit à mon père que je voulais faire, bien que je le disais depuis, mais
personne ne m'écoutait. Mais évidemment, comme c'est un diplomate et qu'il ne comprend pas très bien évidemment les enjeux du cinéma, il a voulu vraiment que je fasse quelque chose entre guillemets de plus académique. Donc lui, sa condition était de faire un autre métier. Et quand j'aurai ce diplôme-là, je pourrai aller dans le cinéma. Au cas où le cinéma ne marcherait pas, j'aurai quand même un autre métier. Donc c'est comme ça que j'ai fait de l'hôtellerie. J'ai eu la licence en hôtellerie. Et c'est à partir de ce moment maintenant qu'il a accepté de payer mes études de cinéma. Et puis voilà, j'ai eu ma maîtrise en cinéma, j'ai travaillé là-bas, aux États-Unis. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai décidé de rentrer au Burkina. Tu es jalouse de ton frère? Apolline Traoré a beau avoir appris le cinéma au très réputé collège d'Emerson, elle ne s'estime pas privilégiée pour autant. Je me suis battue pour être où je suis. Je me suis battue de tous mes tripes et de toute mon âme. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité de partir aux États-Unis et de faire des études. Et puis voilà, aux États-Unis, à Los Angeles, j'ai travaillé sur des plateaux de tournage où j'étais stagiaire, où je promenais les chiens des stars. J'ai fait tout ça, j'ai servi du café. Voilà, j'ai très peur des animaux, mais on me demande de le faire. Mais si tu ne le fais pas, tu dégages et quelqu'un d'autre prend ta place parce que la personne a envie d'être sur le plateau de tournage. Donc j'ai fait ça, j'ai galéré, je me suis battue pour avoir ce que j'ai aujourd'hui et c'est pas terminé, je continue à me battre. Plongée dans le cinéma africain dès son retour au Bercail, elle revendique sa double identité artistique. La technicité, elle l'a apprise outre-Atlantique, mais c'est son continent d'origine qui inspirera toutes ces histoires. Des drames, de la détresse, mais également de belles leçons de vie. Vous savez, l'art comment je te dirais, c'est pas quelque chose qu'on touche, c'est pas des mathématiques. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc chacun essaie de se faire sa propre personne, de se faire sa propre identité par rapport à son travail. Et voilà, quand on parle de difficultés dans les cinémas africains, je pense que le cinéma, entre guillemets, et dans tout le monde, il est difficile, surtout le cinéma indépendant. Quand on parle de cinéma indépendant, c'est difficile à le faire. Peut-être que les difficultés que j'ai eues, c'était d'imposer ma vision. Et aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'on voit mon film, un de mes films, on dit « Ah, ça c'est du Apolline Traoré ». Et c'est ça la difficulté d'un artiste, c'est d'avoir une signature, c'est d'avoir quelque chose de particulier à soi-même et que quand on voit le film, on n'a pas besoin de lire le nom, on sait quelle est la touche. Et c'est ça le plus gros challenge, je pense, de tous les cinéastes, de tous les artistes, de se faire un nom par rapport à la particularité de son travail. Faire du cinéma comme elle l'aime, traiter des réalités africaines sans tomber dans les clichés et raconter les gens sans ses cartes maîtresses. Très plébiscité, son dernier film n'a pas dérogé à la règle. L'Iran, c'est un film qui me trotte sur lequel je travaille depuis 4 ans. Et c'est sûr que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai rencontré l'acteur principal qui est Jimmy Jean-Louis, qui est une star hollywoodienne. Évidemment, le personnage principal est d'origine haïtienne, dont Jimmy aussi. Donc voilà, j'avais voulu parler en fait des conséquences de la guerre, de ce qu'une guerre pouvait faire psychologiquement à une personne. Ça, c'est la première thématique du film. Et la deuxième thématique, c'est vraiment la transmission du nom. Parce que c'est un personnage en fait dans le film qui a tout perdu à Haïti et qui décide de se reconstruire en Côte d'Ivoire. Et quand il essaie de se reconstruire en Côte d'Ivoire avec sa femme et sa fille, il y a la guerre encore qui éclate encore en Côte d'Ivoire. Et étant donné qu'il a tout perdu en Haïti, il veut transmettre son nom qui est d'Hérence, qui revient des esclaves haïtiens et machin et tout. Et il est très important pour lui de transmettre ce nom-là, donc il veut un garçon. C'était la première fois qu'on montrait justement ce film au FESPACO. Il n'avait pas encore été exploité ailleurs. Et vous savez, quand vous montrez un film, c'est vrai qu'on parle de prix quand on va en compétition, quand on va dans des festivals, mais le prix, vous savez, ne fait pas le film. Il donne peut-être une petite ouverture au film, mais c'est le public qui fait votre cinéma. C'est eux qui se déplacent, c'est eux qui vont à l'engouement, c'est eux qui vous fabriquent. C'est le public qui vous fabrique.
Ayant très peu vécu au Burkina Faso, la réalisatrice a développé un intérêt pour tout ce qui touchait à la culture de son pays, à commencer par l'artisanat. Créé en 2000, cet espace d'exposition abrite le travail d'environ 500 artisans burkinabés, tous héritiers d'un savoir-faire ancestral réparti en 5 grands groupes. Les ébénistes, les bijoutiers, les tisseurs, les sculpteurs et les bronziers. Certains disent que le lieu est un énième hommage aux ambitions socio-économiques de Thomas Sankara. De son vivant, l'ancien président avait insisté pour mettre en avant le travail des artisans. Apolline vient souvent ici, que ce soit par plaisir ou tout simplement pour trouver des objets à intégrer au décor de ses films. Curieuse des modes de fabrication de ses produits artisanaux, la réalisatrice ne manque jamais une occasion de se rendre dans les ateliers de confection. Férue de textile, elle commence généralement sa tournée par les couturières spécialisées en faso d'Anfani, un tissu d'origine paysanne remis au goût du jour par les designers ouest-africains. Tous les grands stylistes aujourd'hui l'utilisent parce qu'on revendique ces tissus-là. Pourquoi? Parce que ce coton, justement, est cultivé chez nous. Nous sommes l'un des grands pays de producteurs de coton et le pays fait vraiment la promotion de ce coton que nous cultivons ici au Burkina. Donc tout ça, c'est de la cotonnade et c'est de la cotonnade, ce qui est important, c'est de la cotonnade qui vient du Burkina. Après le tissu, le bronze. Un métal roi au Burkina Faso et dont la manipulation était jadis réservée aux cavaliers. Si aujourd'hui le métier s'est plus ou moins démocratisé, les méthodes de travail sont restées les mêmes. Les artisans utilisent un mélange d'argile, de cire et de fumier pour réaliser des moulages où sera ensuite versé le bronze fondu. La procédure monopolise une quinzaine d'hommes ayant chacun une tâche bien précise. Une fois le métal refroidi, les artisans cassent les moules pour laisser apparaître les sculptures brutes. Ces dernières seront ensuite limées, astiquées, patinées suivant un rituel séculaire qui a fait la réputation du bronze burkinabé dans tous les pays voisins. Quand je vois ces artisans avec ces magnifiques pièces, ça représente vraiment ma culture, ça représente vraiment mon pays. Et ça montre aussi l'acharnement de ces jeunes parce que comme vous l'avez vu, ce sont beaucoup de jeunes qui sont là en train de représenter notre pays. Donc pour moi, c'est une inspiration et puis ça me fait chaud au cœur parce que c'est aujourd'hui mon pays qui est représenté et c'est une valeur énorme pour notre culture. Cet après-midi, la cinéaste a rendez-vous à l'Institut supérieur de l'image et du son, une école où sont formés les futurs talents du pays. Apolline Traoré doit rencontrer Stella Nzang, une jeune étudiante qui souhaite recueillir son avis sur le film qu'elle va présenter à sa soutenance. Stella souhaite elle aussi devenir cinéaste dans un futur proche, mais il faut d'abord faire ses preuves et cumuler les heures sup pour respecter les délais. Apolline ne perd pas de temps. Aussitôt arrivée, elle demande à voir le court-métrage. Chose demandée, chose faite. Apolline dissèque le fond et la forme sous l'œil anxieux de celle qui l'a faite venir. Les remarques ne tardent pas à se faire. Réaliser un film, c'est transmettre le message le plus clairement possible, de l'esprit du cinéaste à celui du spectateur. Quand on demande l'avis de quelqu'un, il faut attendre à toutes les réactions, à toutes les critiques de cette personne-là. Donc il ne s'agit pas de casser ou de ne pas casser, mais il faut que la personne soit apte d'encaisser toutes les critiques qu'on lui donne. À la fin de la journée, des critiques restent des critiques. Ces conseils peuvent m'aider à faire mieux dans mon travail. Donc du coup, il n'y a que elle que je pouvais voir par rapport à cela. Apolline semble aimer l'intrigue du film et souhaite plus de concision au niveau des prises de vue. La jeune fille est d'accord. Les encouragements reçus au sujet des thématiques choisies la laissent optimiste. À l'intérieur, j'aborde le fait des grossesses précoces et le fait que même s'il y a une jeune fille qui a eu un enfant, on n'est pas obligé qu'elle arrête la scolarité. Il faudrait qu'on puisse toujours la pousser à faire ses études afin qu'elle aussi ait un avenir meilleur au lieu de devenir une femme au foyer. La danse, c'est quelque chose qui est encore mal vu chez nous. Faire de la danse, c'est pas un métier pour plusieurs personnes. Donc du coup, je voulais à travers mon film montrer qu'au travers de la danse, on peut s'épanouir, on peut réussir. Après s'être entendue sur les modifications à apporter, la réalisatrice en devenir accompagne son invité, reconnaissante d'avoir pu bénéficier de son expertise. Un jour, Stella Nzang connaîtra peut-être le même succès en salle qu'Apolline Traoré, et cette rencontre fera certainement partie de ses plus sympathiques souvenirs. Trois récompenses pour un même film, ça se fête.
Consacrée par le FESPACO il y a 2 semaines de cela, Apolline n'a pas eu le temps de célébrer son succès. Alors ce soir, elle se rattrape avec 2 amis dans l'une de leurs adresses préférées. Le stress est loin derrière, place à la détente. Accueillies en invité de marque, ces dames s'installent bien décidées à marquer cette date. Après le FESPACO, c'est sûr que c'est un moment de détente et que je suis avec mes 2 plus proches amis, avec lesquels je profite de ce repas, de cette musique, et puis ça me permet de souffler un peu avant de recommencer d'autres projets. Table bien apprêtée et ambiance chaleureuse pour la reine de la soirée, bientôt rejointe par son agent et le gérant des lieux. Il faut faire honneur aux spécialités du pays avant de passer à la seconde partie du programme. Si j'avais pas l'art de faire le cinéma, peut-être que si Dieu m'avait donné une belle voix, je chanterais, mais c'est vrai que j'aime ça, j'aime karaoké. Et voilà, ça me détend, Par contre, j'ai une mauvaise voix, j'ai une très vilaine voix, mais j'aime ça. Donc voilà, c'est un endroit c'est un moment en tout cas de karaoké que je fais pour me détendre, ça me fait marrer et puis j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Donc quand j'ai un peu de temps, c'est ici que je viens, c'est ici que je passe mon temps et voilà, je suis très bien accueillie. Et comme je lui dis, c'est comme si j'étais chez moi. Et voilà, à l'abri de certains regards. Et voilà. Apolline taquine ses amis avant de s'emparer du micro. Elle ouvre le bal avec un classique signé Alpha Blondy. Tant pis si les fausses notes pointent du nez de temps à autre, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Céline Dion, Indochine, gospel, rythme afro, le répertoire flatte tous les goûts. Et quand on ne chante pas, on danse. Les 2 se valent. On est déstressé, on s'est amusé et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Ça nous rebooste le moral, tout ce qu'on a vécu dans toute la semaine. Et puis voilà, on adore chanter comme ça entre nous et puis ça nous aide à continuer, voilà. Merci. Après des semaines riches en émotions, se faire plaisir en bonne compagnie était impératif pour Apolline. Demain, le travail reprendra de plus belle et il faudra de nouveau être sur tous les fronts au nom de sa passion. Mais en attendant, carpe diem. Et voilà, Saga Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette visite au pays de Thomas Sankara. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain dans une autre capitale africaine. Nouvel endroit, nouvelle culture, nouvelles personnes. Et en attendant, prenez soin de vous. Les bisous.